Exceptionnel parce que c'est la première fois que le musée collabore avec un institut de recherche comme l'IRMUS, l'Institut de recherche en musicologie, et que travaille sur une exposition est un ouvrage, un catalogue de ces tailles-là, de portée internationale. Donc voilà le premier aspect. Et évidemment, c'est la première fois aussi que le musée rentre dans le domaine musicologique pour valoriser l'œuvre de Camille Saint-Saëns, qui évidemment n'était pas de la culture Busset, mais avec qui a eu des liens indirects qu'on montre un peu dans le parcours de l'exposition et du catalogue. Sa curiosité, je pense que c'était le trait qui me fascine le plus. Quelqu'un qui a commencé de fait à écrire à 3 ans et demi et qui a arrêté juste avant de mourir, plus que octogénaire. Il faut dire qu'il a terminé ses 3 sonates pour hautbois, clarinette et basson quelques mois avant de mourir. Et il a toujours innové dans sa musique. Il a toujours innové, il a toujours cherché des solutions sonores différentes des précédents. Et il a toujours intégré dans son discours musical des nouveaux instruments qui venaient d'être inventés, qui venaient d'être disponibles sur le marché au niveau des factures instrumentales, qui parlent d'une curiosité pour les sons, pour les timbres, et aussi sa curiosité par exemple pour la technique et la technologie, les techniques d'enregistrement sonore. C'était un des premiers à enregistrer, se faire enregistrer en tant que soliste. Donc on a des enregistrements de Saint-Saëns en tant que pianiste. C'est ces aspects d'énorme curiosité qui s'arrêtera qu'à sa mort qui je trouve extrêmement fascinante. Les répertoires de Camille Saint-Saëns pour instruments à vent, ce n'est pas le plus connu. Cette exposition visait à valoriser tout ce répertoire que d'ailleurs on a nous aussi appris à connaître pendant la préparation de l'exposition. Disons que la nouveauté c'était d'étudier tous les corpus pour instruments à vent au-delà des œuvres qui sont déjà bien connues par exemple. Et donc voilà, ce parcours a permis de valoriser l'ensemble de sa production pour instruments à vent et de voir comment Saint-Saëns a pu contribuer à l'évolution de l'écriture pour instruments à vent, comment la facture instrumentale était importante pour Saint-Saëns dans l'écriture de ses œuvres, est aussi l'importance de la production de Saint-Saëns pour les orchestres d'harmonie et de fanfare. De fait, il s'agit du premier grand compositeur français qui écrit pour ces genres d'ensemble qu'il lui considère comme de véritables ensembles au niveau de l'orchestre symphonique. Saint-Saëns était révolutionnaire de plusieurs points de vue. Déjà, il était un enfant prodige, il commence vraiment très jeune. À 10 ans, il est un concertiste professionnel, il était pianiste de formation et après organiste. Il était évidemment aussi chef d'orchestre et compositeur, donc une personnalité très intéressante. Je ne pense pas que Saint-Saëns se soit qualifié lui-même de révolutionnaire, parce qu'il avait au contraire cette grande conscience de s'inscrire dans une histoire qui n'était pas en rupture, mais au contraire dans la continuité d'une grande tradition. Et là où Saint-Saëns s'inscrit dans cette tradition, mais en même temps la fait bouger et avancer, est très intéressant à suivre sur plein d'aspects en fait, à la fois en tant qu'interprète, en tant que compositeur évidemment,
Et pour ce qui nous concerne ici, dans le cadre de cette exposition, de voir comment Saint-Saëns a été sans doute un des premiers à s'intéresser de manière très particulière aux nouveaux instruments qui étaient inventés à son époque, ou à suivre l'évolution des instruments plus anciens et de pouvoir les exploiter au maximum de leur capacité au fur et à mesure que de nouvelles découvertes ou de nouvelles inventions se faisaient. Et c'est en cela que Saint-Saëns est vraiment à la pointe en fait, de la recherche, à la fois de la couleur, du timbre, de la sonorité, mais aussi d'une manière complètement nouvelle de repenser l'orchestre et de repenser l'instrument en tant qu'instrument soliste dans le déploiement de ses capacités et de ses possibilités. Alors l'intérêt, c'est que Saint-Saëns a eu une très très longue carrière, puisqu'il naît en 1835, mais il commence sa carrière artistique à l'âge de 5 ans, donc en 1840, jusqu'en 1921. Donc c'est quasiment plus d'un demi-siècle d'histoire de la musique, et qui correspond aussi à un demi-siècle d'histoire de la facture instrumentale, qui est sans doute pour les vents la période la plus inventive. Puisque les grandes inventions majeures, fondamentales, c'est les années 1830-1840, donc Saint-Saëns est encore tout jeune, mais la mise en place effective de ces instruments, leur circulation sur le marché, etc., c'est à partir des années 1850-1860 et par la suite. Et donc Saint-Saëns va vraiment suivre l'évolution de cette évolution de la facture des vents, et va l'accompagner. Et le côté assez saisissant, c'est de se voir qu'à chaque nouvelle évolution d'un instrument, à chaque nouvelle création, correspond plus ou moins une œuvre de Saint-Saëns qui va s'en emparer pour explorer les possibilités de ce nouvel instrument. Ce rapport très étroit entre un compositeur, des instrumentistes et des facteurs, on l'a retrouvé chez certaines grandes figures qui ont prédécédé Saint-Saëns, notamment je pense à Hector Berlioz, à Rossini, à Fromental Halévy, qui étaient des gens qui sont beaucoup intéressés aux évolutions de l'instrumentation dans les années 1830-1840. Et en fait, Saint-Saëns, qui appartient à la génération d'après, a pris un petit peu le relais sur toutes ces grandes figures en s'intéressant justement de près à certains instruments, à l'évolution de la facture. Il n'est pas le seul à l'époque à le faire, il y en a d'autres qui le font, notamment Massenet aussi va s'intéresser à l'évolution de la facture, Ambroise Thomas. Mais c'est vrai que Saint-Saëns a ce côté particulier qu'il ne va pas uniquement utiliser l'instrument dans l'orchestre comme le font ses contemporains, il va vraiment créer un répertoire de solistes spécifiques pour ces instruments. L'intérêt de Saint-Saëns, c'est qu'il n'a pas uniquement fait tout un travail d'intégration de ce nouveau instrument dans l'orchestre, mais a écrit aussi des compositions spécifiques pour des instruments solistes ou pour des ensembles d'instruments nouveaux ou modernes. Saint-Saëns était très populaire, est très populaire et était très populaire à cause, je crois, d'un ensemble de facteurs. Déjà probablement sa personnalité, son caractère, il a toujours été décrit comme quelqu'un de très ouvert, quelqu'un avec qui on pouvait échanger si on le rencontrait dans une des villes où il donnait des concerts. Et surtout, c'est sa polyédricité en tant que compositeur virtuose, très engagé aussi dans la Provence de la France. Il n'était pas que sur les grandes villes en tant qu'exécuteur, et aussi très souvent comme président de jury pour des concours d'Orphéon, d'orchestre de fanfare, orchestre d'harmonie. C'était quelqu'un qui, à l'époque, était déjà très connu aussi à niveau populaire parce que ses œuvres étaient transcrites, ils étaient joués dans différentes formations, aussi dans des cafés, dans des bistrots. Donc, c'était pas qu'un musicien qui était connu par des spécialistes, mais c'était quelqu'un qui était connu je dirais à tout niveau, et ça a contribué énormément évidemment au fait d'être si connu à l'époque, et aujourd'hui encore grâce à son énorme production, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a écrit plus de 600 œuvres musicales, dont certains sont devenus, je dirais, des œuvres incontournables. Je pense évidemment au Carnaval des animaux plutôt que d'autres, que déjà simplement le titre est connu même
mes enfants. Voilà, ça explique probablement sa fortune à un niveau du public.